Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le 22 septembre 2023, il est 10h en France et 17h au Japon et nous voilà ensemble comme chaque vendredi de 10h à midi pour un nouveau Soft Power, le 30e numéro déjà, incroyable. Soft Power, la meilleure matinale pop culture de l'internet entier à l'exception de toutes les autres. Vous connaissez la rengaine, matinale pop culture engagée durant laquelle on se fera plaisir de faire tous et toutes ensemble un petit tour d'horizon de l'actualité de la semaine passée dans des tunnels qui s'intègrent eux-mêmes à des tunnels, histoire de tirer la substantifique moelle de tout ce que ces objets culturels racontent de nous et de notre monde. Si vous découvrez l'émission aujourd'hui, prenez vos aises, faites-vous chauffer un petit chocolat chaud, laissez-vous porter par le rythme effréné et un rien effronté de l'émission et profitez de la bande originale de celle-ci, composée de musique d'animé, une bonne occasion de découvrir ou de redécouvrir celles et ceux qui y œuvrent et qui bien souvent disparaissent dans les méandres de la promotion. Et cette semaine, les gens dans Soft Power, on s'intéressera au cas très précis du développement et de l'édition de la version mobile du jeu en ligne très attendu Blue Protocol, développement et édition qui ont été confiés au géant chinois Tencent. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à en dire. On trempera également un doigt de pied dans le scandale Russell Brand après que YouTube s'est activé à démonétiser la chaîne du célèbre présentateur britannique suite à de lourdes allégations d'abus sexuels déclarés à son encontre. On essaiera aussi de comprendre ensemble ce qui s'est passé du côté des droits d'auteur de la série de bande dessinée Fable, quelques jours après que son auteur Bill Willingham a annoncé envers et contre tous la tombée de son œuvre dans le domaine public. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. On travaillera, il faut bien le faire, à décuver et à se remettre de la fête de l'UMA qui s'est tenue le week-end dernier en Essonne et qui cette année encore avait des choses à nous raconter sur l'événement en lui-même. On retournera du côté de l'Arabie Saoudite qui la semaine dernière nous en a dévoilé un petit peu plus sur sa stratégie musicale long terme à l'événement All That Matter 2023 de Singapour et c'est très intéressant, en tout cas suffisamment pour qu'on en parle un petit peu ensemble tout à l'heure. On fera le point aussi, je vous l'avais promis et je vais rattraper un peu mon retard sur la grève des scénaristes, des acteurs et des actrices de Hollywood, grève dont on a déjà parlé dans Soft Power. Il y aura largement de quoi se donner envie de se taper la tête très fort avec une pelle à tarte. Vous verrez, on s'intéressera aussi assez rapidement à l'annonce d'un dessin animé Onimusha pour le compte de Netflix, production co-réalisée par Takahashi Miike, dont le protagoniste est calqué sur Toshiro Mifune, ce qui n'a aucun sens et qui fait déjà très camoulox, on verra ça, mais parce que je veux pas vous faire attendre plus longtemps, je vous propose tout de suite d'attaquer la première actualité avec la bande-annonce de cette semaine, une bande-annonce qui va défier tout ce que vous pensiez savoir sur Soft Power. J'ai pourtant essayé de lutter, m'étais-je même promis de ne pas céder à la tentation de la souris, mais que voulez-vous, je suis un homme bien faible et quand vous me donnez un si beau sujet que celui-ci sur un plateau d'argent, je peux pas vraiment y résister. Alors frottez vos écailles, enfourchez votre hippocampe, endossez votre trident prêt et prête à défendre votre royaume, quand bien même celui-ci serait visuellement très laid. C'est parti, les gens, pour la bande-annonce de cette semaine. Il y a 4 ans, j'étais chômeur, en gros. Je traînais. J'avais pas de maison. Aujourd'hui, je suis marié, avec enfant. Et ça me va très bien. Papa, je sais pas comment t'as fait. J'avais un boulot un peu moins stressant que le tien. Ah ouais, j'ai enfin décroché un boulot. Je suis roi de l'Atlantide. 1,5 milliard de créatures, de toutes les espèces marines connues, sont ici chez elles. Et je ne fais pas l'unanimité pour autant. Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qu'il aime. Je vais décimer sa famille et réduire son royaume en cendres. Il faut arrêter Manta. L'effondrement total est proche. Je crois savoir qui pourrait nous aider. Oh, t'as une sale mine. Bravo, petit frère. Tape-moi 5, ne m'appelle pas. Petit frère. Comment as-tu pu laisser faire ça? Ouais, bon, en vrai, je déteste ce boulot. Un vrai roi jette des ponts, non? Un vrai roi jette des ponts.
Il est peu dire que nombreux sont celles et ceux dont je fais pas partie, je le confesse, qui attendaient de pied palmé ferme le dévoilement de la première vraie bande-annonce d'Aquaman 2, 5 longues années après la sortie du premier opus en 2018 qui avait noyé le box-office du haut de ses 1,148 milliards de dollars. Aquaman 2, donc assez classiquement intitulé Aquaman et le Royaume perdu, un film DC Comics réalisé une nouvelle fois par James Wan, dont je ne comprends absolument rien à la carrière, composé de Saw, d'Insidious, mais aussi de Fast and Furious 7 et maintenant d'Aquaman. On retrouvera David Leslie Johnson McGorrick au scénario, qui avait déjà officié pour le premier film et qui est un habitué des collaborations avec James Wan, puisqu'ils avaient déjà bossé ensemble sur la franchise Conjuring. La direction artistique est confiée à Gary Jopling, un point important parce que celle-ci a beaucoup joué dans la patine et le succès du premier film, qui osait partir dans le délire visuel porte-nawak très kitsch et un peu moins coloré délavé que d'habitude, bien qu'un petit peu dégueu dans l'ensemble quand même, on va pas se le cacher, et ça n'a pas l'air d'avoir bougé d'un iota malgré le changement de directeur artistique, bien au contraire si on peut en croire les premières images de cette bande-annonce, avec ces personnages aux costumes hérités de Super Sentai japonais, avec cette chevauche d'hippocampe bleu pétant et ces explosions orange et vert. Moi j'avoue ça me parle assez, d'autant plus que Gary Jopling, les gens, c'est pas un nouveau venu à Hollywood, puisqu'on avait déjà confié la direction artistique de The Batman et celle de Andor, la série, toutes les deux loin d'être dégueu. Aquaman et le Royaume perdu nous narrera une nouvelle fois les aventures de Jason Momoa, interprété par Jason Momoa lui-même, même si dans le film je crois qu'il s'appelle Arthur, mais ça c'est du détail, qui devra solliciter l'aide de son demi-frère Orm, interprété par Patrick Wilson, qui incarne aussi le protagoniste de Conjuring avec James Wan, Le Monde est petit, afin de protéger l'Atlantide contre Black Manta, toujours interprété par l'excellent Yahya Abdul-Mateen. Et si vous attendiez mention du personnage de Mera, incarné dans le premier film par l'actrice Amber Heard, dans le synopsis, eh bien vous pouvez toujours nager, puisque celle-ci a tout au plus 1/1000 de seconde dans la bande-annonce, ce qui est quand même un peu dommage, parce que c'est celle qui était le love interest du premier film, qu'elle était devenue de fait la reine de l'Atlantide, mais vous comprenez bien que ça, c'est tristement sans surprise. On se rappelle que l'actrice avait souligné lors de son procès surmédiatisé avec Johnny Depp qu'elle avait dû se battre pour conserver son rôle dans le film et que celui-ci avait été largement amoindri par la production, ce qui est quand même assez bizarre pour toutes ces entreprises qu'on dit pourtant woke. Je ne comprends pas. Il serait peut-être temps de leur envoyer Nora Bussini sous couverture pendant au moins 10 ans pour le magazine Le Point, histoire de faire la lumière sur toutes ces histoires. Alors, officiellement, ça n'a rien à voir. Le président de DC Films, Walter Hamada, s'est bien sûr empressé de souligner que c'était un problème surtout d'alchimie entre Jason Momoa et Amber Heard qui a amené à réduire son rôle. Ah d'accord, c'était pour ça. Mais le pire, les gens, est à venir, puisqu'on a eu aussi la déclaration de James Wan lui-même qui nous prend pour des billes intercosmiques en précisant, suite aux réactions indignées suite à la diffusion de cette première bande-annonce, je le cite parce que c'est quand même un grand délire, il faut bien le dire. J'avais l'impression d'avoir tout raconté de l'histoire entre Arthur et Mera dans le premier film et que donc je pouvais me concentrer uniquement sur Arthur et Orm dans celle-ci. Ah, mais d'accord, c'était pour ça. J'ai plus 5 ans, James, s'il te plaît. J'ai arrêté de croire à la petite souris, quand mamie, elle a commencé à mettre des tomes de Dragon Ball à la place des pièces. Donc tu arrêtes, s'il te plaît, avec tes excuses. Excuse les gens, d'autant plus éclatés au plancher océanique que la bande-annonce révèle bien qu'Arthur est marié, qu'il a eu un enfant avec Mera et que Black Manta menace littéralement leur famille. Bref, ça n'a aucun sens de ne pas l'avoir dans ce film. Ou plutôt, si, ça en a beaucoup, si l'on sait que le studio avait déjà fortement soutenu l'acteur Ezra Miller, protagoniste de The Flash, malgré la liste hallucinante d'allégations plus qu'inquiétantes qui pèsent sur lui, en plus de sa condamnation pour cambriolage, où il avait été immortalisé par les caméras, pas si rapide, The Flash. Si l'on sait aussi que le studio avait maintenu Zachary Levi à la réalisation de Shazam, Zachary Levi proche des mouvements extrême-droitiers américains, anti-LGBT notoire, anti-vax au passage, ce qui ressemble à s'y méprendre donc à un pattern. Non, vraiment, Nora Bussini, explique-nous, s'il te plaît, comment c'est possible. Bref, comme on pouvait s'y attendre, pas trop de Mera dans mon Aquaman et le Royaume perdu. Et au-delà de ça, les gens, il faut aussi rappeler que ce deuxième opus d'Aquaman est un projet particulièrement étrange qu'il a mis des mois et des mois avant de dévoiler sa bande-annonce, tombée à seulement 3 mois de sa sortie, en étant pourtant la suite du plus gros succès d'ici de tous les temps, ce qui fait d'autant plus le différentiel qu'en parallèle Warner Bros a fortement poussé les bandes annonces et premières images de Dune partie 2 pendant des mois, en offrant au passage toute une promotion exclusive dans le magazine Empire, un peu le passage obligé des superproductions. Et pour cet Aquaman 2,
que dalle, niet pipo. Alors pourquoi si peu d'intérêt apporté au film? Ça c'est la question à 1 milliard de dollars que tout le monde se pose. Au-delà de l'affaire Amber Heard, les beats colossaux qu'ont récemment été The Flash et Blue Beetle ont jeté l'opprobre sur toutes les futures productions d'ici, a fortiori sur celles encore connectées à l'ancien univers cinématographique d'ici, dont cet Aquaman 2 devrait être le 15e et dernier film, puisque vous n'êtes pas sans savoir, on en a déjà parlé dans Soft Power, que ce grand univers d'ici partagé au cinéma allait être repris à zéro, chapeauté par les nouveaux coprésidents et PDG de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, ayant annoncé une feuille de route et donc une horde de nouveaux projets qui ne sont pas connectés à l'univers étendu dont cet Aquaman fait partie, ce qui a fait de la production de cet Aquaman 2 un énorme enfer créatif étalé sur des années, ponctué de revers artistiques, de réécriture, d'essorage des équipes VFX. On en a un petit peu l'habitude, mais aussi et surtout, et c'est peut-être là que c'est le plus signifiant encore, d'un nombre jamais vu de reshoot pour une production d'une telle ampleur, afin d'amener notamment le film à se couper d'un maximum de références à tout autre film d'ici, pour le sortir de force de l'univers étendu, puisqu'il a longtemps été discuté de l'intégration avant de les filmer de tel ou tel Batman dans le film, alors qu'à l'arrivée, finalement, il devrait y avoir que dalle, un enfer créatif qui s'est retrouvé jusqu'en projection test, où le film a très peu convaincu, faisant rapidement craindre un nouvel échec en salle à la The Flash, et amenant le studio à repousser ad vitam aeternam cet Aquaman 2 jusqu'au calendrier grec et a accusé au passage de sacré retard visuel qu'on peut quand même voir dans cette bande-annonce. Et voilà, les gens, on en est là aujourd'hui, en septembre, pour ce film qui devrait enfin marquer la fin du développement de cet absurde DC Cinematic Universe qui n'aura jamais vraiment convaincu, à part les fans de Zack Snyder, mais eux, ils comptent jamais. Et pour celles et ceux qui auraient tout de même envie de plonger en eau trouble, Aquaman et le Royaume perdu, ce sera dans toutes les salles françaises le 20 décembre prochain. Reste à savoir si le film en tant que tel tiendra plus du raz-de-marée ou du naufrage. You're listed here as a private investigator. What does that sort of work entail? Depends on the night. Most nights it's watching, waiting for a slip-up. I don't know, someone gets greedy, someone gets brave. And that's what you were doing the night of the incident. Yeah. It took me weeks to track them down. They hadn't cast so much. Qu'est-ce qu'il est donc en train de se passer autour des droits de Fable? Fable, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est cette série de comic book diffusée, publiée entre 2002 et 2015 chez Vertigo, le label dark et mature de chez DC Comics, mettant en scène des personnages de contes de fées, de différents folklores qui se sont réfugiés dans notre monde après avoir été chassés de leur royaume par un mystérieux et puissant ennemi nommé l'Adversaire. Et si vous vous dites « Ah oui, ça me dit quelque chose », c'est d'abord parce que Fable a été un énorme succès à la fois critique et commercial, devenant l'un des plus importants poulains de l'écurie Vertigo, nominé plusieurs fois au prix Hugo et remportant de nombreux prix dont des Eisner Awards, et c'est probablement ensuite parce qu'il avait fait l'objet d'une quasi-adaptation en jeu vidéo avec The Wolf Among Us en 2013 et qui lui avait remporté aussi tout un tas de prix. Wolf Among Us dont je vous ai par ailleurs montré quelques images du deuxième opus en introduction de cette news. Et si je vous parle de Fable aujourd'hui, c'est qu'on est rentré cette semaine dans un petit terrier de lapin blanc du droit d'auteur. Dans un communiqué, l'auteur du comic book Bill Willingham a officialisé tout simplement la tombée dans le domaine public de l'œuvre pour l'avenir. Pour l'avenir, puisque pour être un petit peu plus précis, pour Bill Willingham, il s'agit seulement de permettre à tout à chacun de réaliser de futures œuvres avec les personnages de Fable comme il le souhaite, et non pas de faire tomber dans le domaine public les œuvres passées, elles toujours solidement estampillées et sous contrat d'ici. Je cite son communiqué. Si je comprends bien la loi, vous avez désormais le droit de créer vos fables, des films et des dessins animés, de publier vos livres fables, de fabriquer vos jouets fables, de faire tout ce que vous voulez avec votre propriété, parce que c'est votre propriété. Mark Buckingham, dessinateur principal de l'œuvre, est libre de faire sa version de Fable. Steve Laiola, autre dessinateur de l'œuvre, est libre de faire sa version de Fable. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes plus obligé d'obtenir ma permission. Vous n'avez plus besoin d'obtenir l'autorisation de DC ou de qui que ce soit d'autre. Alors, une décision, les gens, qui peut surprendre un petit peu de prime abord, mais qui fait sens lorsqu'on lit le reste du communiqué, en faisant passer son œuvre dans le domaine public, puisque Bill Willingham se présente comme le seul détenteur de la propriété intellectuelle de Fable. L'auteur s'oppose
d'un côté à DC Comics, dont il cible l'attrition et le remplacement des employés, le non-respect des accords de longue date, la menace permanente de procès, le non-paiement de redevances en temps et en heure, voire le non-paiement tout court, mais aussi la surexploitation de la franchise sans son consentement, DC prétextant toujours l'avoir oublié dans les boucles de validation de nouvelles histoires, de nouveaux formats, des nouvelles couvertures, et j'en passe. C'est sûr que c'est un petit peu ballot quand c'est votre œuvre. Et d'un autre côté, Bill Willingham s'oppose à la législation sur le droit d'auteur américain, dont on a déjà parlé dans Soft Power, en ce qu'il présente celui-ci comme un droit qui ne vise qu'à maintenir les marques et les droits d'auteur entre les mains des grandes entreprises. Attendez un tout petit peu avant de trouver Bill Willingham très cool. Dans sa conception d'un droit d'auteur idéal, il décrit dans son communiqué envisager une limite de seulement 20 ans à compter de la première publication d'une œuvre. On est très loin des 95 longues années actuelles, 20 ans donc seulement avant de tomber dans le domaine public. Et puisque Fable a 20 ans et que le bonhomme a de la suite dans les idées, pouf, domaine public, Fable en open bar pour tout le monde, let's go pour les fanfics entre Blanche-Neige et Pinocchio, version Fable à la fête de l'UMA. En tout cas, ça, ce serait super, sauf qu'il n'a pas fallu très longtemps à DC Comics pour sortir à son tour un communiqué vendredi dernier, ce qui par ailleurs, je le précise, est plutôt une rareté pour le groupe, pour dire en quelques lignes, c'est pas toi qui décide en fait. Je les cite un petit peu plus littéralement pour faire mon travail journalistique. Les bandes dessinées et romans graphiques Fable publiés par DC, ainsi que les intrigues, les personnages et les éléments qu'ils contiennent sont la propriété de DC et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur des États-Unis et dans le monde entier conformément à la loi applicable. Et puis une petite menace là balancée comme ça, DC se réserve tous les droits et prendra les mesures que DC jugera nécessaires ou appropriées pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Comprenez évidemment des procès claqués absolument partout et contre tout le monde. En tout cas, au moins des menaces de ces procès largement dissuasives pour le plus grand nombre, menées par les avocats Warner Bros. Discovery, à qui appartient DC désormais, auxquels personne, je crois, n'a vraiment envie de se frotter, évidemment. Ce à quoi Bill Willingham a répondu le week-end dernier sur X en rappelant que oui, on peut pas réimprimer les histoires déjà écrites, réalisées et publiées de Fable, mais en confirmant quand même, dans un second temps, que les personnages de Fable, eux, seront bien libres d'utilisation. Et c'est là, vous l'imaginez bien, que c'est coton. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas si évident que ça, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que DC l'emporte si facilement avec son armée de double face. DC Comics, dont 50% du temps par ailleurs a l'air d'être consacré à la friction avec ses auteurs et ses autrices. Parce que s'il est vrai que ces dernières années, beaucoup de ces auteurs et ces autrices de bande dessinée ont été assimilés par les tribunaux américains à de simples salariés à la commande dans des contrats précaires sobrement baptisés Work for Hire, de plus en plus privilégiés, vous l'imaginez bien, par les maisons d'édition, puisque ces contrats reconnaissent ces maisons d'édition justement autrices de l'œuvre, la jurisprudence, l'ensemble des décisions de justice, elle, est loin d'être constante et de couvrir ainsi tous les champs du possible, puisqu'il faut reconnaître qu'il subsiste encore une certaine protection des auteurs et de leurs œuvres quand même, notamment dans des contrats creator ownership, comme celui de Bill Willingham chez DC, un type de contrat qui oblige par exemple toujours Marvel Studios aujourd'hui à faire signer à tous ses auteurs et à tous ses autrices des contrats très spécifiques afin que ceux-ci ou celles-ci renoncent légalement à leurs droits sur leurs personnages et sur leurs royalties. Et je précise que c'est bien là le cœur du débat, les conditions de travail de ces auteurs et de ces autrices, les conditions de production de ces œuvres et leurs intégrations dans le droit d'auteur américain, au-delà évidemment des positions éthiques des individus. Puisque les gens, il faut bien le dire et bien sûr le redire, si on connaît bien les douilles de chez DC Comics depuis des années, maintenant des décennies même, il faut également rappeler que Bill Willingham est lui aussi connu, autant pour Fable que pour ses sorties sexistes, ses sorties racistes, ses sorties anti-woke, ses sorties anti-avortement, pour ses déclarations anti-Palestine, pour sa proximité importante avec des médias d'extrême droite. Je vous avais dit d'attendre un tout petit peu, un background tout pourri qui n'a pas manqué évidemment de noyer un petit peu la question des conditions de travail des auteurs et des autrices sur les réseaux sociaux ces derniers jours, là où tous ces débats très actuels autour du droit d'auteur, autour des intelligences artificielles génératives, des processus de syndicalisation rampant chez les travailleurs et chez les travailleuses culturelles, lui donnent pourtant toute sa légitimité, parce qu'il me semble tout à fait possible, comme beaucoup le font déjà par ailleurs, de discuter structurellement de ces questions-là d'un côté, tout en mettant de gros taquets individuels dans le pif à Bill Willingham et à DC Comics de l'autre en même temps, sans que l'un n'empêche l'autre. A fortiori que tout ça n'est que le début, les gens, puisque l'ancien rédacteur en chef de Vertigo, Stuart Moore, a précisé, il a même publié une déclaration un peu énigmatique sur Facebook, précisant que cette histoire ne faisait que commencer et qu'elle avait une autre facette qui n'avait pas encore été dévoilée.
on verra. Il faut aussi rappeler par ailleurs que Willingham est plus motivé que jamais à défendre ses droits quand il n'est pas occupé, évidemment, à organiser des panels franchement douteux sur l'écriture des comic books à destination des femmes, d'autant plus que ce n'est pas sa première bataille en matière de droits d'auteur, puisque son premier travail, Elementals, avait dû survivre à la faillite de la maison d'édition Comico avant d'être repris par le millionnaire Andrew Ray, amenant là aussi à une grande bataille juridique sur les droits de son œuvre. Bref, une énième affaire à suivre dans Soft Power, vous l'aurez bien compris, une affaire dont la résolution dans les prochaines années pourrait acter d'un nouveau sens du vent dans une industrie de la bande dessinée américaine dont les auteurs et autrices semblent aujourd'hui plus jetables que jamais. Réponse dans quelques temps pour la franchise Fable, en espérant en même temps que de meilleures conditions de travail et qu'une vraie reconnaissance du travail de ses auteurs et de ses autrices n'en soit pas une Fable. Good to see you again. The writers have been out for almost or around 4 months, the actors for 2. It's always a good sign when you're invited to get back to the negotiating table. As far as the after SAG end of it, we've been asking the AMPTP to be a part of these negotiations and to come back to the table, and thus far they have refused to accept that invitation. We try not to be pessimistic about that. Our sister union, Writers Guild of America, they are going back apparently next week, and it's hopeful. I mean, anytime you're... 2 mois qu'on n'avait pas fait le point sur la grande grève des scénaristes, des acteurs et des actrices à Hollywood qui court depuis le mois de mai et paralyse toute l'industrie audiovisuelle américaine. Une union historique des syndicats qui, je le rappelle pour celles et ceux qui en entendraient parler pour la première fois, vise à obtenir pour toutes et pour tous de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, la prise en compte des nouvelles structures de diffusion et notamment des plateformes de streaming, en revendiquant surtout le paiement de frais tout le long de la diffusion d'une œuvre sérielle ou filmique, les fameux paiements résiduels dont on a déjà parlé dans l'émission, mais aussi une union qui vise à obtenir des garanties d'usage de l'intelligence artificielle dans l'industrie. 4 mois de grève, 4 mois et aucune issue en vue pour le moment. Les filouteries des studios de production pour casser le mouvement ne se ponctuant que par des négociations échouées. Faire le point aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'on est dans une fin de partie complexe et violente pour beaucoup. De leur côté, si devant les caméras, la WGA, le syndicat des scénaristes et la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs et des actrices, font preuve d'une solidarité extraordinaire, le son de cloche est un tout petit peu différent en arrière-plan où des pressions se font sentir pour reprendre au moins certaines activités dans un contexte où la grève impacte des dizaines de corps de métiers différents, les scénaristes, les acteurs, les actrices bien sûr, mais aussi tout un tas d'autres professions, à commencer par celles couvertes par le syndicat des techniciens du cinéma et de la télévision, le colossal IATSE, puisque ce dernier, en raison d'un manque important de contributions et d'une multitude de réclamations menant son fonds de couverture santé à bout, on parle de 150 millions de dollars de perdus par rapport à l'année dernière, c'est colossal, l'IATSE n'a pu que geler les versements pour l'avenir, laissant des centaines de ses membres sur le carreau. Et je pourrais également citer, on en avait déjà un petit peu parlé, toutes ces professions au Royaume-Uni, tout autant impactées par la grève américaine, dont 80% des freelances de l'industrie du pays, c'est colossal. Grève menant beaucoup d'entre elles et d'entre eux à devoir mettre la clé et parfois plus sous la porte. Et ça, les gens, c'est sans parler d'une actualité que je trouve absolument scandaleuse, à s'en taper vraiment la tête contre un mur, puisqu'on a appris, préparez-vous, ça fait un peu virer, il y a quelques jours que Double Negative, la société britannique d'effets visuels, en partie derrière Jurassic World Dominion, derrière Dune, derrière Oppenheimer, a simplement imposé à sa dizaine de milliers d'employés un faux dilemme tout claqué au sol pour faire face à la crise. Préparez-vous, soit consentir à une réduction de salaire de 25% étalée sur 7 mois, soit en accepter une de 50%, mais dont 40% seront tout de suite reversés, mais sous forme de prêt à rembourser sur votre salaire. Votre salaire est un prêt. Quelle dinguerie. Et ça, c'est à décider sous 11 jours, sinon rupture de contrat. Il y a dans cette industrie, les gens, beaucoup de choses qui se perdent et ça commence par des coups de boule. Bref, effectivement, de quoi mettre tout un tas de pression à beaucoup de gens qui vivent aussi ces nécessaires grèves dans leur chair et pression
on peut souffler un peu. Et pression, il y a également du côté des groupements de studios de production et des plateformes de streaming, l'AMPTP, et c'est peu de le dire, puisque beaucoup sont à souligner que derrière le rideau, les dissensions entre tous ces acteurs et de l'audiovisuel sont énormes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement aux syndicats, les membres de l'AMPTP, Netflix, Amazon, Apple, Warner Bros. Ne sont que moyennement tenus par des intérêts communs entre un Netflix dont le cœur de métier est pour le moment la production audiovisuelle et Apple dont cette dernière n'est qu'un des secteurs d'activité. Il y a un monde dans lequel certains studios concurrents pourraient avoir tout intérêt à l'opportunité de laisser filer ou au contraire à celle de fermer certaines issues, le tout dans la mise en œuvre d'objectifs stratégiques. A fortiori que la tension monte d'autant plus que pas mal d'entreprises commencent officiellement à annoncer leurs estimations de pertes à venir, à commencer par Warner Bros. Discovery dont l'annonce d'une perte potentielle estimée entre 300 et 500 millions de dollars sur ses bénéfices 2023 a eu de quoi refroidir bon nombre d'actionnaires et pas seulement ceux de Warner Bros. D'où l'embauche par la MPTP il y a quelques semaines d'une nouvelle société de relations publiques de crise après l'échec de la précédente, même si on nous dit officiellement que tout va bien, que tout se passe bien, la main tremblant, un petit peu comme ça. Oui, ça va. Et on en est un petit peu là pour le moment. Je vous passe les polémiques pas très intéressantes autour de Drew Barrymore et de Bill Maher qui ont essayé respectivement l'une et l'autre, de relancer des programmes en pleine grève. Et il s'est passé exactement ce que vous pouvez imaginer qui se passerait. Il n'y aura pas de programme. Je vous passe également la réélection, les doigts dans le nez de Fran Drescher à la tête de la SAG-AFTRA. Grosse force à elle. Je précise tout de même que ce mercredi, on repris des négociations entre la WGA, le syndicat des scénaristes, et la MPTP, donc l'Alliance des studios et des plateformes, et qu'il faudra attendre encore un petit peu avant de voir une potentielle résolution de conflit. Bref, les gens, to be continued, comme dans une bonne série. Vous le savez, on continuera de suivre ce mouvement sur Soft Power, et cette fois, plus que jamais, soutien inconditionnel, évidemment, aux grévistes, à celles et ceux qui collectivement espèrent et se battent pour de meilleures conditions et pour une vraie reconnaissance, cette fois, de leur dignité. The meaning of your presence here today at this festival, Fête de l'Humanité. Well, yeah, I was in Belgium last week at another Mani Fiesta, and I met Fabian, and I was invited to come speak and debate today, and it's an honor to be representing the U.S. For labor, for Amazon Labor Union, being the first union in American history. I lost my job fighting for the company during COVID. And I think it's important for me to come across the seas and build international solidarity when you're talking about a $1 trillion company that's worldwide named Amazon. Les gens, je ne vais pas faire très long sur ce sujet parce qu'il a déjà été dit beaucoup de choses dessus et par des gens beaucoup plus compétents que moi. Mais allons-y quand même, le week-end dernier s'est tenu en Essonne la 88e édition de la Fête de l'Huma, ce grand événement annuel organisé par le Journal L'Humanité, un festival politico-musical, véritable carrefour de rencontres entre fans de musique, personnalités de gauche, militants et brasseurs et brasseuses en tout genre, dans ce grand village monde que dès 1930, Marcel Cachin, alors directeur du journal L'Humanité, décrivait comme une démonstration de solidarité prolétarienne. La Fête de l'Huma, un grand rassemblement culturel populaire, bien sûr, un rassemblement de culture populaire même, par essence diverses et variées, dans ce festival qui s'est voulu et qui se veut toujours être au cœur des luttes locales et internationales qui secouent l'histoire. Si je dis toujours, c'est parce que longtemps, la Fête de l'Huma a été un véritable bras culturellement armé de la puissance du Parti communiste français, le PCF, avec son chiffre mirobolant du million de visiteurs atteint en 1956, mais qu'aujourd'hui encore, même si le festival et surtout le journal L'Humanité ont pris quelques distances avec le PCF, c'est toujours plus de 400 000 personnes qui se sont présentées au festival l'année dernière et qui, semble-t-il, se sont encore présentées cette année, ce qui est énorme et qui en fait toujours de facto l'un des plus grands festivals populaires d'Europe. Un festival populaire où se mêlent politique et musique, bien sûr, mais aussi cinéma, littérature, spectacle vivant, dans une offre assez variée et éclectique qui a permis au festival de devenir au fil du temps un lieu de rencontre de public pas toujours acquis à des causes progressistes, faisant de l'événement aussi un lieu de rencontre, évidemment, de choc, de conflictualisation, pourquoi pas, de multiples cultures, de multiples soft power, évidemment, ce qui en fait toujours un grand objet culturel assez fascinant à observer et à analyser sous quelque angle que ce soit. Cette année, on pouvait voir sur les différentes scènes Simia, Otisker, Bilal Hassani, Medine, Fabrice Vira, j'en passe et des tout aussi bons. On pouvait aussi y croiser des médias, des
des ONG, des associations, mais aussi notamment des personnalités politiques de la gauche, des visages connus du groupe NUPES à l'Assemblée, notamment un Jean-Luc Mélenchon survolté dont la tête bien rouge pouvait faire croire à des problèmes techniques de prise caméra et d'étalonnage, alors que pas du tout. On pouvait y rencontrer également un certain nombre de représentants syndicaux, français bien sûr, mais aussi Christian Small que vous avez vu dans la vidéo d'introduction, le président du premier syndicat Amazon aux États-Unis, là pour rencontrer Sophie Binet de la CGT et d'autres syndicalistes français dans ce grand festival assez unique au monde, témoin chaque année de l'évolution de la gauche en France depuis près d'un siècle et de son rapport aux cultures populaires. Un mélange tout à fait particulier qui a pu inspirer d'autres festivals à travers le monde, à commencer par la Festa do Avante, ce festival culturel portugais lancé en 1976 par le Parti communiste portugais et qui porte le nom du journal officiel du parti, ce qui devrait vous rappeler quelque chose, il me semble. La fête de l'UMA cette année, c'est bien sûr accompagné de ces petites phrases, de ces petites polémiques aussi, comme lorsque ce jeune militant a retiré le micro d'Édouard Philippe, alors venu débattre avec Fabien Roussel, retirage de micro pour rappeler dans tous les haut-parleurs les hauts faits et la responsabilité de l'ancien Premier ministre lors des manifestations des Gilets jaunes. Quel culot, quand on y pense, qu'on ait mis ce jeune homme dehors comme ça, la coup de pied au cul. Mais cela ne doit pas occulter, il me semble, comme certains médias essaient de le faire en ne parlant que de la présence du syndicat de la magistrature à l'événement, l'importance, encore une fois, encore une année, du nombre d'un événement qui n'a rien perdu de sa superbe, bien au contraire, et qui a rappelé, ce faisant, que cette édition était bien la digne héritière de son histoire. Une histoire qui, les gens, il me semble, cette année est d'autant plus intéressante qu'elle marque un tournant numérique de la fête de l'UMA, un mouvement déjà bien entamé ces dernières années, ces quelques dernières années, qui marque ici, je crois, un point d'orgue pour cette édition 2023, que ce soit par son relais permanent des débats et des conférences en ligne, sa promotion quasi entièrement numérisée ou par son invitation de créateurs et créatrices d'Internet pour illustrer, pour couvrir, voire pour créer sur l'événement, comme ça peut être le cas avec la vidéo que je vous avais présentée il y a quelques semaines du collectif Bolchegeek sur la fête de l'UMA tournée l'année dernière, au sein d'une série de vidéos parlant de culture populaire produite par le journal L'Humanité. C'est signifiant, et ça sans parler du travail d'Ozon Causé, du travail de Cyprien Sadeo, qui a fait par ailleurs de chouettes animations pendant l'événement, quand il ne s'agissait pas carrément de délocaliser le plateau d'émissions politiques en ligne Backseat de Jean Massier, organisé à l'Agora de la fête de l'UMA, loué pour la première fois à un collectif extérieur. Si ça, c'est pas aussi signifiant, autant d'éléments dont j'oublie beaucoup d'acteurs et d'actrices que vous aurez le loisir de rappeler en commentaire ou dans le chat si vous suivez évidemment l'émission en direct, autant d'éléments qui sont des témoins d'une envie de connexion, de lien, mais surtout de solidarité du journal, du festival avec les cultures du net, parce que c'est aussi ça, la fête de l'UMA, et peut-être aussi surtout ça par ailleurs, au-delà de la Ki-France et de toute autre forme de communication politique à moindre frais, c'est cette recherche perpétuelle d'un lien, d'un chemin commun à la politique et aux cultures populaires, et ce, quel que soit leur support de diffusion. Ce qui, vous l'imaginez bien compte tenu de ce qu'on fait ensemble depuis bientôt 7 mois sur cette émission, est une quête qui me parle tout particulièrement. Quant à la perspective, les gens, de voir un jour un stand soft power à la fête de l'UMA, moi je crois que ce serait une sacrée expérience. Saddest part of me, a part of me that'll never be. It's obvious tonight is gonna be the loneliest. You're still the 宮本武蔵殿、 あなたの腕を信じてお預けはしますが、33日の期日は必ず守っていただきたい。父ちゃんも母ちゃんもさらわれた。村がボロボロになったって。武蔵、お前言ったな、あのお侍をぶっ殺してやるって。会ってから決めるさ。今この世にいる侍は不幸、哀れだと、いっそ皆殺しにすべきではないかと。森の形が違う。よし行けるぞ。やれ。
安心せい。指の一本も触れさせん。 Bon les gens, allez, on y va. Si je vous dis Onimusha, si je vous dis Takashi Miike, si je vous dis Toshiro Mifune, vous allez me dire « Oui, ben ça va Lex, moi aussi je peux prononcer des noms japonais, les mettre dans une phrase au pif, Sangoku, Karaoke Shochu, moi aussi je peux le faire. » Sauf que, attendez, les gens, la bande-annonce que vous venez de voir ou d'entendre si vous écoutez l'émission en podcast, c'est littéralement l'adaptation en dessin animé de la franchise Onimusha, une série de jeux vidéo développée par Capcom dans les années 2010 qui mélangeait figures historiques japonaises et personnages de fiction. Et ce projet d'adaptation a justement de quoi surprendre. Tout d'abord parce que précisément, il s'agit d'une adaptation d'Onimusha, une franchise de jeux qui s'est éteinte il y a plus de 10 ans, voire même davantage, si on considère que tout s'est terminé avec Dawn of Dreams, sorti en 2006, mais une franchise de jeux développée par Capcom devenue en peu de temps, avec ses 8 millions d'exemplaires, l'une des franchises les plus importantes du studio. De quoi donner des envies d'adaptation, quel que soit le support. Un film d'abord chez Paramount Pictures, annoncé en mai 2023, avec beaucoup d'effets spéciaux, nous disait-on. Waouh, ça donnait vraiment envie, et puis absolument plus rien. Puis plus rien, en tout cas jusqu'en 2006, où le projet avait atterri assez mystérieusement par ailleurs dans les mains de Christophe Gans, réalisateur du Pacte des loups, de Crying Freeman, et absolument pas de La Belle et la Bête, ça c'était pas lui. Un Onimusha made in France au Japon, qui avait acculé tellement de retard de production que le projet d'adaptation sur grand écran était parti dans le feutré sans rien dire comme ça. Et puis le néant, jusqu'à ce remake un peu inespéré en jeu vidéo du premier épisode Warlords en 2018 qui laissait penser que la franchise pourrait revenir d'une façon ou d'une autre. Et alors que toutes les rumeurs pointaient du doigt vers un nouveau jeu vidéo qui sortira peut-être un de ces quatre, on verra, Vlatipa, que Netflix annonçait fin septembre de l'année dernière lors de son événement To Doom annuel, une adaptation en série animée produite par Sublimation, studio spécialisé dans la production de séries animées intégralement en CG et qui avait déjà officié sur l'animé Shikizakura ou sur Dragon's Dogma, déjà pour le compte de Netflix. On apprenait également que la réalisation de la série Onimusha avait été confiée à Shinya Sugai, habitué des productions Sublimation et qui avait justement déjà été en charge de la réalisation de Dragon's Dogma. On apprenait aussi et surtout peut-être au passage que Takashi Miike, le monstre du cinéma japonais derrière des milliards de films dont Ichi the Killer, dont Audition, dont Crow Zero, serait réalisateur en chef de la série parce que pourquoi pas, et qu'il avait déjà bossé sur un obscur épisode d'animé en 2016. Et plus surprenant encore, on apprenait aussi que le protagoniste de l'animé, Miyamoto Musashi, dont les épisodes raconteront son histoire en plein Japon féodal, serait modélisé d'après le regretté acteur Toshiro Mifune, acteur de légende du cinéma nippon, ayant déjà joué, vous avez probablement déjà vu, dans Les 7 Samouraïs, dans Le Château de l'Araignée ou dans la série Shogun. Toshiro Mifune, dont les ayants droit avaient visiblement très envie de se faire quelques billets de 10 000. Personnage de Miyamoto Musashi, par ailleurs vocalisé par l'immense Akio Otsuka, qui incarnait auparavant le personnage d'Oda Nobunaga dans les jeux vidéo Onimusha. Et donc, les gens, première bande-annonce diffusée ce mercredi, et même si ça n'a pas la qualité visuelle d'une production tout CG, comme celle du studio Orange, la bande-annonce montre des extraits d'un animé qui a l'air solide sur ses appuis. En tout cas, moi qui me rend suffisamment curieux pour que personnellement j'y jette un œil attentif à sa sortie. Vous me direz ce que vous en pensez. Onimusha, une série animée donc qui s'inscrit bien sûr dans la stratégie de Capcom mise en place ces dernières années, comme beaucoup d'autres marques, de travail, de rayonnement de ses propriétés intellectuelles pour renforcer sa notoriété et sa réputation en tant que créateur de contenus originaux et de qualité, dans l'objectif aussi de créer des ponts entre les différentes industries culturelles. Et à ce jeu-là, Capcom est loin d'être le dernier, avec ses adaptations en prise de vue réelle ou en version animée de Castlevania, de Dragon's Dogma, de Resident Evil ou même de Monster Hunter. Monster Hunter dont il vaut évidemment mieux se rappeler la version animée que le film live par ailleurs. Et Onimusha qui s'inscrit très bien aussi dans la stratégie Netflix de devenir la plateforme numéro 1 de l'animation et aussi dans sa grande stratégie de siphonnage des communautés ACG pour animé, comics and game. C'est sûr qu'entre Castlevania, Onimusha, One Piece, les futures adaptations de Death Note par les frères Duffer, de Stranger Things, de Yu Yu Hakusho et de la très attendue
par mois, et pas seulement, j'imagine. Série en prise de vue réelle, Pokémon, pour laquelle je suis évidemment très très chaud. Netflix a de quoi faire. Série Pokémon pour laquelle j'étais très chaud avant de lire que c'était Joe Anderson, le showrunner de la série Lucifer, qui était attaché à l'écriture. Bref, Onimusha, c'est un projet animé bien de son temps qui surprend pas tout à fait, ni par sa production, ni par les enjeux poursuivis pour les sociétés qui sont derrière. Mais écoutez, si ça fait le job à l'arrivée, qu'on a le droit à quelques scènes d'affrontement avec un petit grain de folie là, comme ça, chapeauté par Takashi Miike, le contrat de mes attentes sera personnellement bien rempli. Onimusha, la série animée, les gens, ce sera le 2 novembre prochain sur Netflix, à regarder bien sûr entre la poire et le fromage, ou entre la pierre et le sabre, c'est au choix. Il est 17h56 au Japon, il est donc 10h56 en France. Vous êtes toujours sur Soft Power, la matinale pop culture, comme tous les vendredis de 10h à midi. Il est temps de prendre le temps de se refaire un café, le temps de se détendre un petit peu, le temps de s'abonner à la chaîne aussi, de laisser un petit commentaire ou de penser à mettre une évaluation sur Spotify, le Spotify de l'émission qui en a bien besoin, mais surtout de prendre le temps d'une petite pause musicale avant de se retrouver juste après pour parler de l'affaire Russell Brand et de la question de la censure par YouTube, pour revenir également sur l'événement All That Matter de Singapour de la semaine dernière et sur ce qu'il nous raconte de la volonté réaffirmée de l'Arabie Saoudite d'investir massivement son soft power culturel, et pour s'intéresser enfin au développement et à l'édition de la version mobile du très attendu Blue Protocol. Et pour ça, il faudra voyager un temps en Chine du côté de chez Tencent. Il y aura des choses à dire, vous verrez. Allez, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans Soft Power. Vous êtes toujours dans l'émission Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi. Vous le savez, je le sais, c'est le moment que vous attendez tous et toutes impatiemment chaque semaine, c'est celui de la réclame. Puisque je vous rappelle que si l'émission vous plaît, vous pouvez, comme certains l'ont fait la semaine dernière et je les en remercie infiniment, soutenir financièrement Soft Power via ma page Patreon. Le lien dans la description des podcasts et de la VOD YouTube et sur le chat, évidemment pour celles et ceux qui suivent l'émission en direct. J'en profite pour vous rappeler que dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver encore plus de Soft Power et de news avec l'arrivée des formats courts. Pour ça, il faudra vous rendre sur YouTube, sur le TikTok ou sur l'Instagram de l'émission. C'est en test, je vais essayer de défricher ça sans canner au travail, mais il y aura des trucs sympas au moins un temps. J'ai déjà commencé un petit peu à monter tout ça, vous verrez ça dans le courant de la semaine prochaine. Alors profitez-en si vous appréciez le travail que je peux fournir ici, le temps que je le ferai. A fortiori que pour celles et ceux qui sont déjà des habitués de l'émission Soft Power, il y aura bien sûr certaines news en commun, retravaillées pour le format court, mais il y en aura d'autres qui ne s'intégreraient pas forcément dans les désormais habituels tunnels de l'émission. Bref, le meilleur des deux mondes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, ça me donnera de la force déjà, et puis je me sentirai un petit peu moins seul, à plus forte raison dans un contexte où des réseaux comme
Twitter pourrait devenir payant dans les prochains mois, ça me fatigue déjà. Tous les liens, les gens, sont dans la description. Notez également que si vous avez un compte Amazon Prime, vous disposez d'un sub par mois gratuit à une chaîne Twitch, que celui-ci est inclus dans votre abonnement et que vous pouvez le dépenser sans occasionner de frais supplémentaires. Et que par ailleurs, on est toujours au mois de septembre, les gens, et que septembre, ça rime avec September, et que sur Twitch, vos subs coûtent moins cher qu'habituellement. C'est donc le meilleur moment pour vous abonner, évidemment pour un mois, mais surtout pour plusieurs mois d'affilée à la chaîne, si vous aviez prévu de la soutenir régulièrement. Et pour celles et ceux qui viennent d'arriver et qui souhaiteraient rattraper les news de cette semaine, vous pouvez vous rendre pour le format podcast de l'émission sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer ou sur n'importe quelle autre plateforme, ou pour la VOD sur YouTube sur la chaîne Lex Tutor VOD quelques heures après le live. Bref, je termine cette incroyable réclame que j'adore faire en rappelant que vos pouces bleus, vos commentaires, vos étoiles, vos soutiens sont toujours les bienvenus et aident notamment l'émission à se développer. Et merci à celles et à ceux qui, chaque semaine, se donnent le temps de le faire. Vous venez d'entendre le très doux Parking Lots Hearts, extrait de l'excellente bande originale composée pour le film dont on avait déjà parlé dans Soft Power, Aristoteles no Maboroshi Kouzo de Mari Okada, premier vrai film original et donc très attendu du studio Mappa, que j'ai toujours pas pris le temps d'aller voir au cinéma, je sais même pas s'il est encore en salle. Et pour ce faire, la bande originale a été confiée à Masaru Yokoyama et que je vous ai déjà présenté dans les tout premiers numéros de Soft Power et que je rappelle à votre bon souvenir régulièrement dans l'émission. Masaru Yokoyama qui avait déjà officié sur Fate Apocrypha, bande originale incroyable là aussi, sur Plastic Memory, sur plusieurs animés Mobile Suit Gundam et plus récemment sur l'animé Mashle, dont la musique est sans conteste le point fort, le seul peut-être d'ailleurs. Masaru Yokoyama dont je vous invite donc une nouvelle fois à découvrir le travail en intégralité. Notre monde, Regnas. Dans plusieurs milliers d'années, une force maléfique oubliée depuis longtemps se réveillera au cœur de la planète et la détruira. Mais notre destin n'est pas scellé. Certains sont prêts à tout abandonner pour protéger l'avenir de Regnas. Même s'ils doivent pour cela sacrifier leur passé. Notre destin est entre vos mains. Si vous êtes amateur ou amatrice de jeux vidéo, vous aurez reconnu aux premières images de cette bande-annonce Blue Protocol, ce jeu vidéo de rôle en ligne développé par Projet Sky Blue et publié par Amazon Games. Un jeu sorti au Japon le 14 juin dernier, en attendant une sortie en Europe et donc en France courant 2024. Blue Protocol, donc un jeu en ligne très narratif, très coloré, très dynamique, mais surtout très attendu puisque beaucoup y voient là un possible concurrent sérieux au titre à succès Genshin Impact, un autre MMO chatoyant qui flirtait bon avec le gacha game. Il faut dire qu'avec son important budget, son modèle free-to-play, son monde entièrement conçu par l'équipe des Tales of de Bandai Namco, Blue Protocol a rapidement capté l'intention internationale, mais a avant tout attiré à lui des centaines de milliers de joueurs à sa sortie japonaise, constituant de fait le lancement le plus rapide de Bandai Namco. Et si je vous en parle, c'est qu'on a appris cette semaine que Tencent Holding, l'immense société chinoise et accessoirement tout simplement la plus grande société de jeux vidéo au monde, avait obtenu les droits de développement et de publication de l'édition mobile de Blue Protocol. L'idée étant de reproduire les succès faramineux et pharaoniques des sorties des franchises Call of Duty et PUBG sur téléphone, bien sûr, mais surtout de relancer une croissance économique en berne pour le géant chinois. Ce qu'il faut bien comprendre les gens, c'est que l'entreprise a fortement été affectée par l'incertitude de la situation économique chinoise du fait des restrictions Covid, des perturbations conséquentes des chaînes d'approvisionnement et des demandes consommateurs, de la concentration
concentration du marché chinois du jeu vidéo, de la contraction aussi de ce marché chinois, mais aussi d'un durcissement de la réglementation sur le secteur de la tech, notamment du côté des questions de concurrence, de données personnelles, de protection des mineurs, Tencent ayant été épinglé à ce titre plusieurs fois par les autorités locales. Peut-être vous souviendrez-vous par ailleurs, on en avait déjà discuté dans Soft Power, que Tencent avait dû prendre pleine dent la limitation imposée par les autorités chinoises à une durée de 3 heures hebdomadaires pour les jeux en ligne au moins de 18 ans, ce qui, comme on en avait également parlé parce qu'on est évidemment sur tous les fronts dans Soft Power, n'avait pas trop marché. Et là, je fais mise en mode Super Saiyan 3. Résultat, patatras, RT, si t'es triste, Tencent avait enregistré une baisse de 16% de son bénéfice net l'année dernière, enregistrant son premier recul de son chiffre d'affaires depuis 2004, ce qui est absolument affreux, surtout si on oublie que le bénéfice net avait lui progressé de 41% il y a 2 ans. Presse F les mathématiques. Et si aujourd'hui les relations du groupe au pouvoir se sont améliorées, notamment avec l'augmentation des autorisations à commercialiser les jeux, Tencent s'est épris de l'international pour diversifier ses sources de revenus tout en se renforçant à l'étranger, d'où une montée au capital d'Ubisoft en 2022, d'où l'acquisition également de parts chez From Software, le studio derrière les cultes Elden Ring et Dark Souls, ou encore de parts chez Platinum Games, d'où le rachat aussi de Techland il y a 2 mois, derrière les jeux de zombies Dying Light, d'où aussi la diversification de Riot Games racheté en 2015, mais d'où aussi les contrats conclus qui ont permis à Tencent d'éditer des jeux mobiles basés sur les licences Pokémon, comme le plutôt très chouette Pokémon Unity par ailleurs, mais aussi sur Naruto, sur Dragon Ball, dans un grand objectif d'exploitation des ACG pour Anime, Comics and Games, dont on parlait tout à l'heure, un terme souvent utilisé pour précisément marquer le lien économique et culturel entre de nombreuses sous-cultures d'Asie de l'Est et notamment de la Grande Chine, mais ACG de plus en plus populaire en Occident ces dernières années, ce qui a joué à n'en pas douter sur les succès de Genshin Impact, de Persona 5, de Nier et peut-être même dans une certaine mesure de Zelda Breath of the Wild. Et c'est pourquoi Tencent a accéléré ses investissements pour l'étranger en se renforçant à coup de prise en participation dans des grands studios afin de ramener à son écosystème, d'où cette version mobile très attendue de Blue Protocol qui devrait arriver par chez nous comme le reste courant 2024 dans un double mouvement assez curieux d'extension d'un soft power à l'esthétique japonaise, mais au contenu soigneusement sélectionné par Tencent pour être non américain, ce qui n'est pas sans rappeler ce communiqué publié par les autorités chinoises dans le China Daily il y a quelques années qui rappelait la nécessité pour la Chine, et à plus forte raison dans le monde du jeu vidéo, de sortir des sous-textes basés sur des légendes et sur l'histoire occidentale, ce qui devrait faire écho pour celles et ceux qui étaient là dans Soft Power il y a quelques semaines quand on avait parlé de la nouvelle bande-annonce de Black Myth Wukong, un autre jeu chinois, à la citation du livre blanc australien sur la défense du gouvernement de Julia Gillard qui soulignait « Quoi qu'apporte ce siècle, il apportera l'essor de l'Asie ». Et si c'est évidemment très péremptoire, ce qui est sûr, c'est que certains y travaillent, que ce soit directement ou indirectement pris par des structures, histoire autant de détricoter un imaginaire occidental américain que de développer un imaginaire asiatique et si possible chinois. États-Unis, d'ailleurs souvent représentés par la couleur bleue, c'est peut-être ça le Blue Protocol. This is Mohammed bin Salman. In the West, we just call him MBS. And since this moment in June, he's consolidated power so swiftly and so thoroughly that in Saudi Arabia, they just know him as Mr. Everything. As Crown Prince, MBS will become king. And with all of this new power, MBS is seeking to assert his dominance throughout the Middle East. One of his big policies has been a vehement opposition to Saudi Arabia's neighbor, Iran. And on that note, he has found an ally in the White House. Si vous étiez là pour les précédents épisodes de Soft Power, vous vous souviendrez peut-être qu'on avait parlé des investissements massifs de l'Arabie Saoudite dans son versant culturel, poursuivant ainsi de multiples objectifs de croissance économique, bien sûr, de modernisation aussi, mais peut-être surtout de rayonnement au national et à l'international dans un grand tissage d'une nouvelle posture pour l'Arabie Saoudite, une nouvelle image, celle d'un pays moderne, jeune et dynamique. On avait notamment touché un mot du grand chantier de développement de l'industrie cinématographique saoudienne à l'occasion
l'occasion de l'événement baptisé Init, et on avait également discuté de la plongée du pays dans le monde du jeu vidéo, avec ses nombreuses prises en participation dans des studios de premier ordre, à commencer par Nintendo, mais aussi une plongée dans le monde de l'e-sport avec l'organisation de sa propre compétition sportive, et une plongée dans le monde de l'animation, puisqu'on avait notamment parlé de la coproduction étonnante, en tout cas seulement en apparence, d'un nouvel animé Goldorak. Et s'il y a bien un domaine culturel très populaire et important qu'on n'avait pas encore abordé dans Soft Power, c'est bien celui de la musique. Et ça tombe bien puisque la semaine dernière s'est tenu le All That Matters 2023 à Singapour, un événement réunissant les industries de la musique, du sport, du jeu, du média en ligne, du Web3, du marketing et des arts en Asie, en mode B2B avec des pointures de ces différents domaines, puisque cette année on pouvait compter sur des représentants de TikTok, du MG, de YouTube, de Spotify, de Meta, mais aussi de BitDab, de Primary Wave, et j'en passe, et des tout pareil. Une occasion en or pour l'Arabie Saoudite qui s'est dépêché de dépêcher Paul Pacifico, PDG de sa commission de la musique fraîchement créée en 2020, afin de parler du plan culturel saoudien pour les années à venir et de, je le cite, la libération du potentiel créatif et commercial de la musique en Arabie Saoudite. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire concrètement, mais en tout cas ça a l'air bien. Pendant les discussions, lorsqu'il a été demandé à Paul Pacifico si le pays n'était pas massivement en train d'utiliser le sport et la culture pour éloigner les regards un petit peu indiscret de ce qui se passe en arrière-boutique dans le royaume saoudien, celui-ci a répondu sans sourciller, attention ça fait un petit peu mal au cuir chevelu, que ces critiques constituaient bien un sujet majeur qu'il avait à l'esprit quand on l'avait nommé à la tête de cette initiative, mais que justement, c'est cette initiative qui permettrait de redéfinir la présence musicale mondiale du royaume. Tu réponds pas à la question, Paul ? Alors écoutez, comprenez ça comme vous voulez. Moi j'ai beaucoup de mal à voir ça autrement que comme un gigantesque doigt d'honneur en diamant de 6 mètres de haut, orné d'une belle signature incrustée vue et sans tape. Mais ce qui est certain, c'est que cette initiative est un réel changement radical dans l'appréciation du pays de sa propre culture, dans un environnement où longtemps la musique a été considérée comme une distraction illicite au wahhabisme, amenant de facto celle-ci à être très souvent bannie de la vie publique et autant que faire se peut du privé. Mais comme pour d'autres industries culturelles, l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman a changé la donne, notamment de par la volonté de celui-ci de mener à terme son plan Vision 2030 dont on avait parlé et qui préconise notamment la création de nouveaux secteurs d'activité dans les loisirs, d'où la création en parallèle, vous l'aurez compris, d'une autorité générale du divertissement en 2016 chargée de décerner des licences et des brevets de bonne moralité à des entrepreneurs du secteur, d'où aussi également l'intégration du théâtre, des arts visuels et de la musique dans les cursus scolaires dès l'école primaire pour cette dernière, d'où l'accueil de l'une des plus grandes rêves du monde l'année dernière à l'extérieur de Riyad, d'où l'ouverture du pays à Angami, la plateforme numéro 1 de streaming musical dans le monde arabe, et d'où donc cette fameuse commission saoudienne de la musique créée en 2020 avec Paul Pacifico à sa tête. Résultat, en 2022, les revenus de la musique enregistrés ont augmenté de 23,8%, participant ainsi au fait que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord soient devenus les régions connaissant la plus forte dynamique culturelle au monde ces dernières années. Et c'est à ce titre qu'on peut, il me semble, à mieux comprendre la proposition de Paul Pacifico d'investir une partie de ces fameux 64 milliards de dollars d'investissement prévus dans l'industrie du divertissement saoudien dans la promotion de l'industrie de la musique, à commencer par la musique live, un investissement qui concrètement va se traduire dans les prochains mois, on peut l'imaginer, et dans les prochaines années par la formation et de l'embauche de milliers de professeurs de musique, dans le renforcement des politiques scolaires, dans le développement des talents, mais aussi dans la distribution numérique et dans l'organisation d'événements en direct. Bref, une injection massive de capitaux dans l'industrie musicale saoudienne pour la poursuite des mêmes multiples objectifs qu'abordés précédemment dans Soft Power, à savoir, entre beaucoup d'autres, dynamiser l'économie du pays en augmentant notamment les dépenses des ménages consacrés aux activités de divertissement au sein du royaume, diversifier ses revenus et participer à mettre une belle et gigantesque moustache géante à la politique nationale et internationale menée en réalité par le pays. Et le chemin est encore un petit peu long, les gens, puisque faut que je vous rappelle que fin août, l'artiste Iggy Azalea s'était fait dégager de scène en plein concert parce que son pantalon s'était légèrement fendu pendant la représentation, tout en se faisant au passage refuser de changer de vêtements. Quadrature du cercle, donc dehors. Un chemin encore long, oui, mais un chemin déjà bien entamé par une Arabie Saoudite décidée à compter et à compter fort dans le jeu complexe des soft power. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà sur l'essor de l'Asie? Now, this isn't the usual type of video we make on this channel where we critique, attack
and undermine the news in all its corruption, because in this story, I am the news. I've received 2 extremely disturbing letters, or a letter and an email, one from a mainstream media TV company, one from a newspaper, listing a litany of extremely egregious and aggressive attacks, as well as some pretty stupid stuff like my community festival should be stopped, that I shouldn't be able to attack mainstream media narratives on this channel. But amidst this litany of astonishing, rather baroque attacks are some very serious allegations that I absolutely refute. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour le sujet touchy de la semaine? On enfile ses moufles, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche et on espère que l'espace commentaire permettra d'affiner tout ça. Et c'est parti puisqu'on va faire un petit tour dans le fabuleux monde de Russell Brand. Alors Russell Brand, c'est ce célèbre comédien britannique à tout faire, acteur, humoriste, éditorialiste, chanteur, bon toutologue de terrain que vous connaissez peut-être de votre côté de la Manche pour ses nombreuses émissions, pour son mariage compliqué et très médiatique avec Katy Perry, pour un documentaire biographique sur cette personne sorti en 2015, pour ses apparitions éclairs dans le film Bedtime Stories de Disney, mais peut-être davantage pour ce rôle de petite amie de Kristen Bell dans le film Sans Sarah, rien ne va de Nicolas Stoller. Mais si Russell Brand a explosé ces dernières années, c'est surtout depuis son passage dans la revue New Statesman en 2013, durant lequel il s'était découvert une nouvelle passion pour l'activisme et la tautologie, donnant dès lors autant qu'il le pouvait son avis sur des sujets aussi vastes que le changement climatique, le capitalisme d'entreprise, le racisme systémique, oui, allant jusqu'à souligner, je le cite, que l'objectif à atteindre était l'établissement d'un système socialiste égalitaire basé sur la redistribution massive des richesses. Vous le sentez venir, l'ascenseur émotionnel, puisque maintenant vous êtes évidemment habitué, vous savez très bien comme moi que quand c'est flou, c'est qu'il y a une armada de loups chevauchant des Valkyries lancées à pleine vitesse dans un hyperloop, parce que Russell Brand, les gens, c'est aussi des participations à des campagnes anti-vax pendant des mois. C'est la mise en avant de sa détestation pour les élites, mais surtout celle de gauche. C'est des tonnes de frasques et de polémiques à chacune de ses apparitions médiatiques. C'est des déclarations toujours à la frontière du complotisme, mais du mauvais côté de celle-ci. Et c'est surtout, depuis 2006, un enchaînement régulier d'accusations d'inconduite sexuelle qui en partie avait conduit celui qui se présente aujourd'hui comme un entrepreneur du bien-être à être éjecté de la BBC où il officiait. Mais c'est loin d'être tout, puisqu'il y a 4 ans, le Sunday Times avait lancé une enquête après avoir été mis au courant de nombreuses allégations d'abus sexuels et de violences psychologiques à l'encontre de Russell Brand. Et surprise les gens, c'est samedi dernier que des allégations de 5 femmes, dont une mineure au moment des faits, ont finalement été publiées dans le journal après des années d'enquête. 5 femmes accusant le comédien de nombreux abus opérés entre 2006 et 2013. Et là non plus, ce n'est pas tout, puisqu'un porte-parole de la police métropolitaine de Londres a déclaré mardi dernier qu'à la suite des articles du week-end parus dans le Sunday Times et sur Channel 4, celle-ci avait également reçu un rapport faisant état d'agression sexuelle qui aurait eu lieu dans la capitale en 2003, cette fois-ci. Et que voulez-vous que Brand ait répondu à ça, à part c'est pas moi, c'est Mediapart, puisque celui-ci a fermement nié ce qu'il nomme des accusations très graves, affirmant que les grands médias mènent une attaque coordonnée contre moi. Un discours évidemment qu'on connaît bien et qui a tendance à vous aider à vous faire de nouveaux amis très vite, à commencer par Tucker Carlson, par Andrew Tate, par Charlie Kirk, par Alex Jones, venus défendre leur poulain. Pas tout à fait les soutiens les plus socialistes qu'on puisse trouver sur Terre, et ma jauge d'euphémisme est actuellement au maximum. Les gens, les amis qu'on mérite font le moine, tout ça. Mais si je vous en parle dans Soft Power, c'est surtout parce que ce mardi aussi, YouTube se les jouait Here Comes a New Challenger en décidant de retirer les chaînes de Russell Brand de son programme partenaire, empêchant au passage leur monétisation en raison précisément de sérieuses allégations contre le créateur. Je cite la plateforme au micro de Newsweek, c'est un petit peu vertigineux, vous allez voir. Nous avons suspendu la monétisation sur la chaîne de Russell Brand pour violation de notre politique de responsabilité des créateurs. Si le comportement hors plateforme d'un créateur nuit à nos utilisateurs, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons des mesures pour protéger la communauté. YouTube en profitant pour rappeler au passage des précédentes démonétisations pour des affaires similaires comme celle de David Dobrik ou celle de James Charles. Et vous savez comme moi qu'on a eu la même chose dans l'Hexagone il y a quelques mois pour l'affaire Léo Grasset. Et tout ceci n'est que la suite logique d'une longue politique de régulation des contenus par la démonétisation menée depuis des années par la plateforme. Pour celles et ceux qui ne sont pas coutumiers du système, chaque fois que YouTube supprime la publicité d'une vidéo, c'est ce que l'on appelle une démonétisation. L'idée pour YouTube, c'est d'optimiser au maximum le
le nombre de vidéos susceptibles de devenir des supports publicitaires efficaces et acceptables pour les annonceurs, en supprimant la possibilité pour les vidéos jugées problématiques d'être donc monétisées. Exit ainsi les contenus répréhensibles, entre autres la pornographie, des grossièretés, des vidéos incitant à la haine, entre autres. Et ce, entre autres, pour le savoir, il faut jeter un œil notamment au règlement de programme AdSense de YouTube, dont la liste est aussi exhaustive que nébuleuse. Nébuleuse qui place régulièrement en insécurité les créateurs et les créatrices de contenu à la merci d'une entreprise privée dont le fonctionnement opaque quant aux raisons de ses décisions réelles de démonétisation et de fermeture de chaînes est totalement discrétionnaire. Nébuleuse qui rappelle par ailleurs cette phrase très étrange de Suzanne Wojcicki, l'ancienne CEO de YouTube, qui soulignait qu'il était délicat de tracer une ligne entre ce qui était approprié sur YouTube et ce qui ne l'était pas, car d'un côté, il y a la censure et de l'autre, il y a trop de liberté d'expression, ce qui donne un entre-deux un peu bizarre, et nébuleuse qui a permis aussi à YouTube d'engranger près de 8 milliards de dollars de revenus publicitaires pour le simple dernier trimestre 2022. C'est dans ce cadre, et bien dans ce cadre, qu'il faut concevoir l'entrain de YouTube ces derniers mois à démonétiser certaines chaînes suite à de fortes allégations, notamment d'inconduite sexuelle, dans cet objectif constant d'ajustement et d'optimisation de l'offre publicitaire, parce qu'il ne s'agit absolument pas de protéger la communauté ou je ne sais quoi, peut-être même matériellement tout le contraire, les gens, puisqu'il faut rappeler notamment qu'un article de recherche de l'année dernière, dont je vous mettrai le lien en description, avait mis le doigt sur le fait que précisément, les créateurs et créatrices de contenu, de ces contenus marginaux quasi démonétisés à tout coup, étaient aussi celles et ceux qui avaient le plus travaillé à l'élaboration de pratiques alternatives pour trouver des financements, YouTube ne devenant pour elles et pour eux qu'une simple vitrine les aidant à dispatcher leur communauté sur tous les réseaux. Et oh, tiens, mystère, surprise, quand on regarde l'article en détail, qui est cité comme exemple parfait de créateur qui ne se sert que de YouTube comme d'une vitrine avant de ramener tout le monde sur ses réseaux, notamment sur Rumble, ce site de vidéos très populaire auprès d'une frange très conservatrice, voire d'extrême droite de la population, où il compte 1,4 million de followers. Absolument Russell Brand, oui, dont je ne doute pas par ailleurs que depuis quelques jours, les soutiens financiers se bousculent au portillon, je me trompe peut-être, a fortiori que le fait d'être démonétisé par YouTube, en plus de lui laisser une grande vitrine, va l'aider à alimenter sa rhétorique de feu anti-groupe, anti-grand groupe et anti-média, ce que beaucoup de ses copains ont déjà commencé à faire cette semaine, c'est parfait. Bref, les gens, tout ça se joue dans un gigantesque jeu de dupes où beaucoup essaient de nous faire passer des vessies pour des lanternes et dont les grands gagnants sont déjà connus d'avance, et c'est pas tout à fait les plus plaisants. Comme toujours, soutien et courage à ces femmes qui ont pris l'important risque de s'exposer en faisant publier leurs accusations. Courage également à celles possiblement plus nombreuses encore qui n'ont pas eu cette possibilité. Et d'un autre côté aussi, pour un thème un peu différent, courage à tous ces créateurs et à toutes ces créatrices coincées par la structure opaque et discrétionnaire d'un géant privé qui travaille à leur dépendance, on se sait. Voilà, c'est terminé pour les news de cette semaine. On aurait pu parler, comme d'habitude, de tout un tas d'autres choses. On aurait pu parler en boucle seulement de Keanu Reeves pendant une bonne heure, sans trop de raison particulière. On aurait pu notamment faire un tour du côté de Disney, qui a révélé son intention d'injecter 60 milliards de dollars dans ses parcs au cours de la prochaine décennie. 60 milliards, au-delà de l'improbabilité de la somme. C'est un doublement des dépenses de la firme aux boîtes de DVD sans DVD, qui témoigne bien, il me semble, de sa stratégie à mener quant aux années à venir, même si l'annonce lui a valu de dévisser en bourse. C'est ballot. J'aurais pu vous parler de l'incroyable tweet d'Emmanuel Macron sur le jeu vidéo. J'ai fait bondir les gamers. Bon, il n'y avait pas grand chose à en dire, personne n'est dupe. J'aurais pu vous parler de la signature d'un accord entre Orpheum, un des leaders de l'identification et de la capture des revenus non réalisés sur YouTube, et d'autres plateformes de contenu générés par les utilisateurs, avec Avex, le géant du divertissement japonais. Ce qui veut dire notamment que dans les prochains mois, ça va être de plus en plus compliqué de diffuser de la musique japonaise sur YouTube sans se faire savater par un bot. Super. J'aurais pu vous parler des excuses du moteur Unity dont on a parlé la semaine dernière. Unity qui a promis de modifier sa nouvelle politique consistant à facturer des frais aux développeurs et aux développeuses à chaque installation de leur jeu. Ça n'a aucun sens. On avait pré-shot un petit peu ensemble un grand coup de tentative d'élargissement de la fenêtre d'Overton. Ça semble se confirmer. J'aurais pu vous parler des dires de David Baszucki, le CEO du réseau social / jeux vidéo / maison de plaisance Roblox, qui envisage dans les années à venir de faire de la plateforme une application de rencontre. Attendez.
C'est, rappelez-moi, l'âge moyen des utilisateurs et des utilisatrices de Roblox. J'aurais pu vous parler évidemment de l'immense succès qu'a été la nouvelle édition de la KCX à la Défense Arena samedi dernier, l'événement organisé par le club e-sport français, la Carmine Corp, et ça avait l'air de tout déboîter et à m'en dégoûter de ne pas avoir été là. On aurait pu parler aussi de l'amende que TikTok devra payer pour avoir enfreint la loi européenne sur les données sur les comptes d'enfants, les comptes d'utilisateurs de 13 à 17 ans ayant été placés sur un paramètre public par défaut. Super, entre autres violations évidemment. On aurait pu aussi parler du dépôt de bilan du géant du jeu pour enfants ABBA. On aurait pu parler aussi, c'est très intéressant et peut-être qu'on en reparlera dans de futures émissions, on verra, de l'acquisition du studio Ghibli carrément par la société Nippon Television Holding. On verra, il y a beaucoup de choses à en dire, il faut que je réfléchisse à ça, que je potasse un petit peu le sujet ou que j'en fasse un short. On verra, je ne sais pas. On verra. On aurait pu aussi parler de quoi? On aurait pu parler aussi de ces éditeurs qui réclament des dommages et intérêts à la bibliothèque de partage de fichiers Genesis. L'étau se resserre sur ces bibliothèques d'Alexandrie 2.0. Mais trêve de news, les gens, je vous propose, vous savez, on en a l'habitude, vous en avez l'habitude, je vous propose qu'on passe directement aux recommandations de la semaine. Quand je dis que cette culture est propre à l'industrialisation et à la société de consommation, vous voyez que c'est très concret. Ça s'incarne dans le type de récit et les archétypes de personnages qui sont produits. Car le comic book est un produit bon marché, produit en masse, pour les masses, et d'une certaine façon par les masses, vu la sociologie des auteurs. Auteurs qui, et c'est ultra important, n'ont pas la propriété de leur création détenue par les éditeurs. Août 2014. Oui, bon d'accord, ça va. Je recommande la dernière vidéo en date du collectif Bolchegeek, blablabla, c'est dans les conditions générales d'utilisation de software, blablabla, t'es une courroie de transmission de Bolchegeek. J'ai hâte de vous dévoiler le poteau rose en vous révélant que sous ma chevelure dorée, je suis le Bolchegeek depuis le début. Bref, les gens, cette semaine, je vois que vous êtes assez nombreux et nombreuses à l'avoir vu dans le chat. Cette semaine, chez le collectif, c'est la rentrée, mais quand, en plus, la vidéo de retour, c'est une longue réflexion d'une 50aine de minutes sur Batman, c'est un grand oui. Le collectif revient notamment sur sa filiation avec d'autres cultures populaires qui l'ont précédé ou qui lui sont contemporaines, en liant l'émergence du genre super-héroïque au développement des métropoles pour mieux reconnecter le Chevalier Noir et la période de la Grande Dépression, en tout cas originellement, puisqu'il s'agit avant tout de s'intéresser à comment Batman, au-delà d'incarner un certain folklore et au-delà d'incarner certains tropes classiques qu'on connaît et qu'on connaît tous et toutes, à comment Batman est aussi une mise en cap de chaque époque dont il se fait le porte-témoin. Et pour illustrer le tout, l'équipe Bolchegeek va se pencher sur la série d'albums Batman White Knight, et je ne vous en dis pas plus les gens pour ne pas vous divulgacher ni la vidéo ni le contenu de l'album. C'est toujours, comme toujours, très bien et sans doute aurez-vous envie, après avoir vu cette vidéo, de devenir le Joker. Capable de le relancer et de ne pas en être dégoûté. Peut-être car désormais, accoutumé de toutes ces images, de toutes ces musiques, de ces sorts, de ces situations, ces chronométrages de séquences que je connais parfois à la réplique près, eh bien il y a ce goût du jeu éternel, qui n'a pas dégonflé, le soufflet est toujours là. Ce qui m'a amené naturellement vers une deuxième réflexion, ce rapport au temps long. Si vous n'aviez la possibilité de jouer qu'à un seul jeu vidéo cette année, de ne voir qu'un seul film, de n'écouter qu'une seule musique, quelle œuvre choisiriez-vous et comment cela transformerait-il votre appréciation de celle-ci? C'est en partie à ces réflexions que nous invite cette semaine le vidéaste Pierre Lovati après avoir passé un an sur le jeu Final Fantasy VII Remake, une année passée sur le titre développé chez Square Enix, 365 longues journées entières plongées dans cette aventure vidéoludique qui auront abouti pour le vidéaste à l'écriture d'un livre de 300 pages sur le jeu, une entreprise d'écriture qui l'interroge et qui nous interroge au passage sur notre rapport aux œuvres et à leur infinité potentielle, sur notre rapport au temps et à notre temps, à contre-courant de la profusion d'objets culturels dont nos journées se font bien trop souvent les relais promotionnels. Une bien chouette vidéo habilement narrée qui a la force de nous parler de celui qui l'a réalisé pour mieux nous atteindre. Une année avec Final Fantasy sur la chaîne de Pierre Lovati, c'est sur YouTube et lien évidemment dans la description. De ce qui tombe, de ce qui pète, de ce qui salit ou qui fait du bruit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le couloir ? Mais si cet aspect régressif qu'on évoquait dans notre vidéo sur Eric et Ramsey est parfois tout ce dont on se souvient quand on n'a pas revu le film depuis l'enfance, Les Visiteurs est loin de s'y limiter, à tel point que dans les très sérieux cahiers du cinéma, le film était décrit à sa sortie comme un pot pourri de ce qu'il y a de plus drôle dans la comédie française. Bon allez, n'ayons pas peur des mots, on tient ici un film somme.
La preuve, on peut y repérer la quasi-intégralité des ressorts comiques analysés dans nos vidéos précédentes. On retrouve donc, comme on l'a dit, la mécanique du tandem à la Weber, ainsi que la comédie de caractère chère à la troupe du Splendide, mais aussi le jeu sur la langue et ses différents registres qu'on avait étudiés à propos d'Audiard. Ça n'est pas lumineux, c'est de la merdasse! La figure du bourgeois irascible dont on parlait au sujet de Louis de Funès. Regardez cette veste qui était ravissante, on dirait un chiffon brûlé. Une chouette séquence de pastiche hollywoodien, et évidemment une profusion de gags à la croisée des styles et des influences. Ok. Passe-moi la gourdasse, ok, est-ce que vous auriez un pola? Autant de répliques cultes qui nous renvoient au film non moins culte Les Visiteurs, cette comédie française réalisée par Jean-Marie Poiret, sortie en 1993, qui nous racontait l'histoire du comte Godefroy de Montmirail et de son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille, transportés dans le monde moderne suite à une erreur de manipulation de leur enchanteur local. Les Visiteurs, les gens, c'est 14 millions d'entrées, c'est un succès aussi, c'est un énorme succès critique en plus d'être populaire. C'est des références qui elles-mêmes ont voyagé dans le temps et c'est précisément à l'étude de ce qu'il en reste que va s'affairer cette semaine la chaîne Calmos qui, pour prouver sa thèse que le film, mais que surtout son humour n'ont pas vieilli, va s'atteler à parler de voyage dans le temps, de paradoxes temporels, mais surtout de films sommes qui se font l'héritage de tout un genre, voire davantage, précisément comme Les Visiteurs. On est sur une vidéo Calmos classique, c'est donc hyper bien monté, super bien narré, ça se boit comme du petit lait, tout en mettant au passage un petit frisson de nostalgie. Les Visiteurs, la comédie culte qui ne vieillit pas, c'est chez Calmos que ça se passe. Chez Bandai, avec les salariés qui refusent cette fusion. Les employés ne veulent pas perdre l'identité de leur société, surtout que Bandai est réputé à cette époque pour avoir une culture d'entreprise très saine qui influence les salariés à ne pas travailler plus que de raison, avec des managers très à l'écoute de leurs équipes et surtout des employés très libres dans leur travail. Et chez Sega, c'est tout l'inverse. C'est une entreprise où la communication ne se fait que dans un sens, du haut vers le bas. Donc les salariés de Bandai voient ça comme une descente aux enfers. Tes échos arrivent. Pour terminer les recommandations de cette semaine, je vous propose de découvrir, ou plutôt de redécouvrir la WonderSwan, cette console de jeux vidéo portable éditée par Bandai en 1999, qu'on a vite tendance à oublier alors qu'elle a été développée par Koto Laboratory, fondée par Gunpei Yokoi, le créateur de la Game Boy qui s'était lancé dans sa propre aventure post-Nintendo pour refaire du Nintendo comme avant. Et cette semaine, la chaîne Sakaru revient sur l'histoire de cette machine et sur l'histoire de toute une époque charnière du jeu vidéo, dans un documentaire de plus d'1 heure extrêmement riche en informations, des difficultés financières de Bandai à la fusion de la société avec Sega, en passant par l'avènement du Tamagotchi, le choix audacieux d'un écran monochrome pour la WonderSwan, sa batterie de jeux à succès, sa connectique, en profitant des partenariats privilégiés de l'époque avec le monde de l'animation et du manga. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce documentaire, mais je vous laisse découvrir cette vidéo. Très chouette documentaire que la WonderSwan chronique de l'héritière de la Game Boy, et pour la voir, direction la chaîne de Sakaru sur YouTube. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Soft Power, la 30e de l'émission. J'espère une nouvelle fois que cet épisode vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro, vendredi prochain de 10h à midi, comme toujours, sur Twitch, bien sûr, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast ou en VOD sur YouTube, sur la chaîne Lex Tutor VOD. Et si le cœur vous en dit, également sur TikTok, sur Instagram ou sur Twitter. Tous les liens, bien entendu, dans la description et même sur Discord maintenant, incroyable. Lien là aussi dans la description. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de soutenir l'émission à hauteur de vos moyens en faisant un don régulier sur ma page Patreon ou en vous subant à la chaîne Twitch avec votre Prime Amazon ou en profitant du September. Comme chaque semaine, je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui ici pour ce nouveau numéro de Soft Power, la meilleure matinale pop culture à l'exception de toutes les autres, c'est vrai, on le dit. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h midi pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux qui vous entourent et puis nous, on se revoit rapidement. Allez, ciao!